يا روحي هنا هو لهنا قال لك يجي واحد زوج ثلاثة أربعة. Bonjour. 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 Alors, on va continuer. Hein? Donc, l'examen clinique de ces fractures du dessous de l'avant-bras, donc on va chercher nos trois éléments essentiels, à savoir les lésions cutanées, l'examen neurologique et l'examen vasculaire. L'imagerie médicale va nous préciser justement les lésions. Voilà, une fracture du dessous de l'avant-bras avec une angulation qui est déplacée, la radio qui est à gauche et la radio qui est à droite, une fracture du dessous de l'avant-bras avec un chevauchement. Il y a les deux os qui sont chevauchés. L'évolution, dans la majorité des cas, c'est 3 mois de consolidation, mais il faut faire attention. Si on va plâtrer un malade, il faut le surveiller pendant le 3e, le 5e et le 7e jour. C'est-à-dire le malade, on ne le lâche pas jusqu'à 7e jour. On le reconvoque et on le voit. Il y a une complication qui est très importante dans ces fractures des deux os de l'avant-bras. C'est lorsqu'on plâtre un malade et ce malade-là vient nous voir le soir avec une froideur de ses doigts, on doit faire penser au syndrome de Volkmann. C'est une urgence. Il y a un grand risque d'amputation. Ce malade-là, on doit lui enlever le plâtre. Toute malade qui vient la nuit avec un plâtre, avec une douleur insomniante qui ne l'a pas laissé dormir, avec des froideurs qui sont froids par rapport au côté contralatéral, vous devrez enlever le plâtre et hospitaliser le malade. J'ai dit bien, hospitaliser le malade. Il ne faut pas le laisser rentrer chez lui. Les complications tardives sont représentées par la pseudarthrose, c'est-à-dire la non-consolidation, et les calvicieux, et rarement les synostoses, c'est-à-dire il y a un pan osseux entre le radius et le cubitus qu'on appelle la synostose radio-cubitale. Voilà un exemple de syndrome de Volkmann. Un syndrome de Volkmann qui a l'aspect de la main tombante et voilà un aspect de calvicieux, fracture de deux os de l'avant-bras qui a été traité par 2 plaques et on voit à ce niveau-là une pseudarthrose, une non-consolidation osseuse. C'est surtout ces calvicieux-là, on les voit lorsqu'on met 2 plaques au niveau du radius. Un autre aspect de calvicieux et la synostose. La synostose, c'est la formation d'un pont osseux entre le cubitus et le radius. Ce pont osseux-là va gêner la pronosupination. On doit faire attention lorsqu'on va mettre une plaque. Les formes cliniques, on les connaît maintenant. Fracture isolée du radius, c'est une lésion de Galeazzi jusqu'à preuve contraire, c'est-à-dire on doit faire une radiographie du poignet pour voir est-ce que la tête cubitale elle est stable ou non. Fracture isolée du cubitus, on doit faire une radiographie du coude pour voir est-ce que la tête radiale elle est stable ou non. Si elle est instable, c'est la lésion de Montésia. Les fractures chez les enfants, il y en a 2, elles sont très fréquentes. Les fractures en bois vert où dans la radiographie de profil, il y a une rupture de la corticale antérieure et en mode de beurre, c'est un tassement de la jonction diaphyso-métabisale. Ces 2 lésions-là, en bois vert et en mode de beurre, c'est des lésions qui sont très fréquentes chez les enfants. Le traitement, c'est d'obtenir une bonne consolidation. Le moyen d'osstéosynthèse, si on opte pour le traitement chirurgical, c'est la plaque ou les broches. C'est le plâtre BABP. Le B, c'est brachio, bras. Le AB, antibrachio, palmaire. Donc, c'est un plâtre qui va prendre le bras, tout l'avant-bras et une partie de la main. Il doit être coude à 90 degrés, ni en pronation, ni en supination. Le traitement chirurgical, c'est la mise en place de 2 plaques
ou bien la mise en place de 2 broches. Les indications, c'est très important les indications. Donc, enfant en dessous de 10 ans, c'est le plâtre. Jamais, jamais, jamais de traitement chirurgical. Plus de 10 ans, chez les enfants, c'est l'embrochage. Chez les adultes, c'est la plaque. Le fixateur externe, il est indiqué lorsqu'on a une fracture ouverte de type 2 ou de type 3, de Cauchois et du Parc, où on ne peut pas suturer, il y a des pertes de substances, on met un fixateur externe, c'est-à-dire des fiches de part et d'autre du foyer de fracture, pour permettre la consolidation osseuse et la consolidation cutanée. Voilà. Et maintenant, on va passer درك عندي واحد ناخذ هذه ونجيك على الوحده من بعد. الوحده. نجري هذا الكود نديرو برك. أو bien هكا. Donc, on va enchaîner par les fractures de l'extrémité supérieure des 2 os de l'avant-bras. Les fractures de l'extrémité supérieure de l'avant-bras sont représentées par les fractures de l'olécrane, les fractures de la tête radiale et de l'apophyse coronoïde. Ces fractures, elles sont très fréquentes, surtout les fractures de la tête radiale, et leur plus grande complication, c'est la raideur du coude. Donc, le coude, comme vous le savez, comporte 3 articulations. L'articulation humérocubitale qui unit la trochlée humérale à la grande cavité sigmoïde du cubitus, c'est une articulation trochléenne, c'est elle qui est responsable de la flexion-extension du coude. L'articulation huméroradiale, elle est responsable de la pronosupination, et l'articulation radio-cubitale supérieure, qui aussi est responsable de la pronosupination. Le mécanisme des fractures de la tête radiale, c'est le choc direct. C'est le choc direct, c'est la lésion la plus fréquente. Donc, le coude va se mettre en flexion, comme le montre cette flèche-là, et si le coude va se mettre en valgus, c'est-à-dire un angle ouvert en dehors, le condyle huméral va écraser la tête radiale, ce qui va provoquer sa fracture et induire une fracture tassement. Le choc direct, il est le moins fréquent, et celui qui est responsable, c'est
un choc qui est en arrière, au niveau du bras, et qui va provoquer, comme on l'a vu tout à l'heure, une luxation du coude associée à une fracture séparation de la tête radiale. On voit un petit fragment. C'est un fragment de la tête radiale. Sa place normale est là. Donc, on a deux types de fractures. Une fracture tassement par un mouvement de valgus forcé ou bien par un mouvement de translation qui va provoquer non seulement une luxation du coude et une fracture de la tête radiale. Ce sont des lésions qui sont peu fréquentes, 2 à 6% de l'ensemble des fractures. Elles se voient chez l'adulte jeune, ces fractures de la tête radiale là, et survenant lors des traumatismes de la voie publique. Sur le plan anatomique pathologique, il y a un monsieur, c'est un Américain, on l'appelle monsieur Mazan. Mazan, pas Masson, Mazan, M-A-S-O-N. Monsieur Mazan a classé ces fractures-là en trois types. Le type 1, c'est une fissure ou une fracture sectorielle, c'est-à-dire une fracture qui va toucher un seul secteur, le voilà. Elle n'est pas déplacée. Le type 2, c'est une fracture sectorielle toujours, mais déplacée. Déplacée. Et le type 3, c'est une fracture communitive qui échappe à toute description anatomique pathologique. Et c'est à partir de ces trois lésions-là qu'on peut opter pour un traitement. Traitement orthopédique, si la fracture n'est pas déplacée. Traitement chirurgical avec réduction et stabilisation, ou bien carrément résection de la tête radiale. Les signes cliniques de cette fracture de la tête radiale, c'est des douleurs en regard du condyle externe et l'impotence fonctionnelle. Et on voit toujours, si on a une fracture, est-ce qu'il y a des lésions cutanées, est-ce qu'il y a des lésions vasculaires, est-ce qu'il y a des lésions nerveuses. Ça, c'est des éléments qui sont très importants, mais pour ce qui est de la tête radiale, en dehors des plaies, il n'y a pas de risque de lésion vasculaire ou nerveuse. Donc, le bilan radiographie va voir est-ce que cette fracture de la tête radiale-là, elle est simple. Et comme on l'a dit tout à l'heure, dans les luxations du coude, elle peut s'associer à une luxation du coude ou elle peut s'associer à une fracture de l'apophyse coronoïde. Il y a deux lésions associées à cette lésion-là. C'est la lésion des exloprestis. C'est une fracture de la tête radiale avec disjonction de radio-cubitale inférieure. C'est des lésions qui sont extrêmement rares, mais il faut faire attention. Si on a une fracture de la tête radiale, on doit examiner le poignet du malade. S'il vous dit, docteur, j'ai mal, vous faites une radio. Si vous voyez qu'il y a une dislocation de la radio-cubitale inférieure, c'est une lésion des exloprestis. La lésion de Montégia, comme on l'a vu dans les fractures des deux os de l'avant-bras, et il faut faire attention, surtout si on a une lésion du cubitus isolé. Chez l'enfant, chose qui est très importante, ce n'est plus la fracture au niveau de la tête du radius, mais au niveau du col. Au niveau du col. La tête du radius, c'est comme notre tête, et le col, c'est le cou. Donc, chez l'enfant, c'est le cou. C'est là où survient la lésion. Le type 1, il n'y a pas de déplacement. Le type 2, il y a un déplacement supérieur à 30 degrés. Le type 4, il y a une bascule à 30 à 60 degrés. Et le type 4, c'est une bascule entre 60 à 90 degrés. Regardez cette image-là. Voilà la fracture au niveau du col. Et on voit la bascule, chose qui est très importante, la bascule du col du radius, voilà, par rapport à l'axe de la diaphyse radiale et qui nous fait un angle plus de 60 degrés. On dit cette lésion-là, c'est une lésion qui est située entre le type 3 et le type 4. Parce qu'il y a la bascule de la tête radiale avec le col faisant un angle de plus de 60 degrés. C'est une lésion de type 3 ou 4. Le traitement de ces fractures-là, dans le type 1, chez l'adulte, c'est le traitement orthopédique. Dans le type 2, c'est l'ostéosynthèse, c'est le remettre à sa place
et faire un embrochage. Et le type 3, c'est la résection de la tête radiale ou bien la mise en place d'une prothèse. Les prothèses, ils n'ont pas fait maintenant leur valeur, mais quand même, il y a des gens qui les mettent. Elles sont trop chères. Moi, je préfère faire une résection, c'est-à-dire enlever la tête radiale, c'est mieux. Et vous allez me poser la question, pourquoi on fait résection de la tête radiale? C'est pour permettre aux malades de faire la pronosupination. Chez l'enfant, très très important, je l'ai mis ici en rouge, il ne faut jamais faire de résection de la tête radiale chez l'enfant. Jamais, jamais, jamais. Dans le type 1 et 2, c'est le traitement orthopédique. Dans le type 3, où la bascule va dépasser les 50 degrés, il faut faire un traitement à ciel ouvert, c'est-à-dire remettre le col et la tête radiale à leur place et stabiliser par broche. Mais jamais, je répète, jamais de résection de la tête radiale chez l'enfant. Les fractures de l'olécrane. Donc, l'olécrane, il est formé par cette partie-là longitudinale. Ces fractures ont été classées par M. Merle d'Aubigné en fracture extra-articulaire, c'est le petit a, fracture articulaire et fracture de la base. Les fractures extra-articulaires, c'est le traitement orthopédique. Par contre, le B et le C, c'est-à-dire fracture articulaire de la base, c'est le traitement chirurgical. C'est parce que c'est eux qui nous font cette grande cavité sigmoïde articulaire avec la trochée humérale. Les fractures de l'apophyse coronoïde, heureusement qu'ils sont rares. Voilà une fracture de l'apophyse coronoïde. Et on a deux types, ou plutôt trois. Lorsque ce fragment-là, il est inférieur ou un tiers de la surface articulaire, il faut le laisser tranquille. Lorsque il est supérieur ou un tiers, là, il faut agir, il faut le synthétiser. Et le type 3, c'est communicatif, mais c'est exceptionnel d'avoir. Dans la majorité des cas, on a cette lésion-là, ce bec de l'apophyse coronoïde. Si le malade, son coude, il est stable, il faut le laisser tranquille. Parfois, s'il est gêné, il faut y aller l'enlever, ce fragment-là. Par contre, le type 2, aussi supérieur à un tiers de la surface articulaire, il faut mieux y aller par voie antérieure, le reposer et l'opérer. Donc, le diagnostic de ces fractures-là, c'est beaucoup plus un diagnostic radiologique. C'est lui qui va nous confirmer le diagnostic. La clinique, elle est pauvre. Donc, c'est le traitement par plâtre BABP. Comme je l'ai dit, je le répète, le plâtre BABP va prendre le 2/3 du bras, toute l'avant-bras et la paume de la main. Le pouce doit être au zénith. Le coude doit être à 90 degrés et la main, elle n'est ni en supination ni en pronation. Quelques exemples de traitement de fracture de l'olécrane. Il y a l'embrochage avec cerclage ou bien carrément la mise en place d'une plaque. Parce que dans la majorité des cas, lorsqu'on a des fractures qui sont déplacées, il faut y aller faire un embrochage avec cerclage ou carrément faire une plaque. C'est le meilleur moyen de garder la stabilité du coude. Pour l'apophyse coronoïde, fragment inférieur à un tiers, il faut le laisser tranquille. Supérieur à un tiers de la surface articulaire, il faut l'opérer. Voilà. Je vous remercie. Est-ce que vous avez des questions? Docteur, j'ai pas compris la classification de l'apophyse coronoïde. La classification de l'apophyse coronoïde. Oui. Oui. Pour les fractures de l'apophyse coronoïde, je répète, ce sont des fractures qui ne surviennent pas seules. C'est-à-dire, c'est des fractures qui sont associées dans la majorité des cas. Soit une luxation du coude, soit une fracture de la tête radiale. Maintenant, on doit quantifier le volume de ce fragment de l'apophyse coronoïde.
Je vous ai dit, dans la majorité des cas, c'est un petit fragment. Si on réduit la luxation du coude, ou bien si on réduit la luxation du coude, et le coude il est stable, c'est-à-dire le malade, il est devant vous, vous lui faites la flexion, l'extension, le coude il est stable, laissez-le tranquille. Maintenant, si le malade viendra après, il va vous dire, docteur, ce fragment me fait mal, on peut l'enlever. Par contre, si ce fragment de l'apophyse coronoïde, il est plus d'un tiers de la surface articulaire, c'est-à-dire il prend tout, et d'ailleurs, lorsqu'il est supérieur au un tiers, le coude devient très instable. Dans ce cas-là, il faut l'opérer. C'est difficile, hein, c'est pas facile de les opérer parce qu'il faut y aller par voie antérieure. Et si on va par voie antérieure, il y a le paquet vasculaire qui passe à ce niveau-là, mais il faut y aller, il faut le stabiliser, sinon on aura un coude qui est instable. Mais par expérience, je vous ai dit par expérience, dans la majorité des cas, les fractures de l'apophyse coronoïde, elles sont toujours associées à une luxation du coude et fracture de la tête radiale, et dans la majorité des cas, le traitement est toujours orthopédique. Zid, est-ce qu'il y a une autre question? Le cours de la luxation du coude, docteur, on l'a pas terminé. Et je m'excuse, ma fille, il y a un gros problème. Vous savez qu'est-ce que je fais maintenant? À chaque fois qu'il y a une interruption de connexion, je suis obligé de sortir de la salle et d'y aller chercher l'appareilleur. Et l'appareilleur, on ne le trouve pas. Si l'appareilleur, j'arrive à le retrouver, il vient, il me dit que la connexion n'est pas. Donc, je vais essayer maintenant. Je vais essayer de continuer. Je sais que ça a été interrompu. Je vais essayer de terminer le cours sur la luxation du coude. Pardon? Je vais essayer. Patientez, Bark. Vous patientez. Parce que on est aussi limité par le temps. Allez, la luxation du coude. Le cours de la luxation. J'ai l'enseignant. وكان هنا راه Allô? Vous m'entendez? Oui, docteur, on vous entend. Allez, je vais refaire le cours sur la luxation du coude. D'accord? D'accord, merci. Allez, allez. Donc, ces luxations du coude, c'est des lésions qui sont fréquentes, elles représentent 10% des traumatismes du coude, et ces fractures et ces luxations du coude, c'est associé, dans la majorité des cas, à des lésions osseuses. C'est-à-dire que si on a une luxation du coude, on nous donne une radio avec une luxation du coude, on doit éliminer une fracture de la tête radiale, une fracture de l'apophyse coronoïde et une fracture de l'olécrane. Ça, c'est très important. Le coude, il est relié par des éléments tendineux et surtout par le ligament latéral interne ou le ligament collatéral médial.
c'est lui le responsable de la luxation du coude. Sa section peut entraîner et va entraîner une luxation du coude. Et le ligament latéral externe, il est accessoire. Donc le ligament latéral interne du coude, on l'appelle le ligament de la luxation. Ce ligament collatéral médial, c'est lui qui est responsable de la stabilité. En plus, il y a une structure osseuse aussi qui est responsable de la stabilité du coude, c'est l'extrémité supérieure du radius, c'est-à-dire la tête radiale. Si on a une fracture de la tête radiale et une lésion du ligament latéral interne, automatiquement, on a une luxation du coude. Ce sont deux éléments qui sont responsables de la stabilité du coude. Donc, c'est des traumatismes qui surviennent, le coude en extension, et provoquent la luxation. Pourquoi on dit luxation postérieure? On dit toujours luxation postérieure par rapport au segment inférieur. C'est-à-dire que le coude, il a deux segments. Un segment supérieur, c'est l'extrémité supérieure de l'humérus, et un segment inférieur, c'est l'extrémité supérieure du cubitus. Nous, on voit toujours le segment inférieur. Ce segment inférieur, il est en arrière, Laura, donc c'est une luxation postérieure. Si ce segment-là, ce segment inférieur-là, ce qui est l'extrémité supérieure, va passer en avant par rapport à la palette, on dit une luxation antérieure. Donc, postérieure, c'est par rapport au segment inférieur. On dit luxation antérieure du coude, c'est par rapport à la tête humérale. Comment dirais-je là? La cavité glénoïde de l'omoplate, elle est toujours stable. Donc, c'est des lésions qui surviennent chez l'adulte. C'est des lésions qui surviennent chez l'adulte et elle peut être postérieure pure ou postérieure externe. Voilà, il y a une déconnexion. Vous m'entendez maintenant? Oui, on vous entend. Oui. Ok. Allez, on va continuer. Parce qu'il y a des déconnexions, je n'arrive pas à maîtriser les choses, mais on va y aller. Courage, Bark. Voilà. L'examen clinique, il est simple. C'est le malade qui a un problème qui vient en semi-flexion du coude et avec une déformation du coude. Il y a une déformation au niveau du coude. Normalement, dans un coude normal, on a le fameux triangle de Nélatone qui relie l'épitroclée à l'épicondyle et l'olécane qui vont nous former un triangle isocèle. Dans la luxation du coude, ce triangle-là, il est perturbé. Et lorsqu'on met le coude en extension, normalement, l'olécane, l'épitroclée, l'olécane et l'épicondyle sont une même ligne. On appelle la ligne d'Ombredan. Elle est aussi perturbée. Mais ce qui est très important, je le redis toujours, c'est lorsqu'on a une lésion, une fracture, les complications sont de trois types. Lésions cutanées, lésions vasculaires et lésions nerveuses. Lésions cutanées, si on ne la traite pas, c'est la gangrène, c'est le décès ou l'amputation. Lésions vasculaires, si on ne la traite pas, c'est le décès du malade ou bien l'amputation. Et lésions nerveuses, c'est la paralysie. Donc, devant chaque fracture, vous toujours cherchez, on les appelle les trois tiroirs. Moi, je les appelle les trois tiroirs. Le tiroir cutané, le tiroir vasculaire et le tiroir nerveux. En matière de luxation du coude, on peut léser l'artère humérale, surtout s'il y a une luxation dans sa variété antérieure. C'est la raison pour laquelle il faut palper le pouls radial. La lésion nerveuse, c'est la lésion du nerf médian et en particulier le nerf interosseux antérieur qui peut être lésé lors de la luxation. Donc, on cherche des paresthésies dans le territoire du nerf médian, à savoir le pouce, l'index et le majeur. C'est la radio qui fait le diagnostic, mais comme je l'ai dit à l'introduction, la radio, lorsqu'on a une luxation du coude, on doit chercher ces trois éléments. C'est quoi ces trois éléments osseux? On voit à ce niveau-là, il y a un fragment. Alors, je le montre ici, c'est la radio.
de droite, c'est l'épétroclé. Ça s'écrit épétroclé. C'est la fracture de l'épétroclé. Cette radio-là de gauche, on voit qu'il y a une fracture de la tête radiale. Donc, devant toute fracture, devant toute luxation du coude, on doit chercher ces deux éléments-là. Ces deux éléments-là, à savoir la fracture de la tête radiale et la lésion de l'épétroclé. Et là, on doit faire attention. Donc, le traitement, avant tout, c'est une réduction sous anesthésie générale. On ne réduit jamais une luxation à vif, c'est pas bien. Mais il y a des gens qui le font aux urgences, je ne sais pas pourquoi. Et c'est le plan TRBI-ABP. Le traitement des lésions associées aussi, c'est très important. Par exemple, si le malade qu'on a vu tout à l'heure avec une fracture de l'épétroclé, voilà, c'est une réduction de la luxation et embrochage de l'épétroclé par voie à ciel ouvert, parce qu'il faut faire attention là, à ce niveau-là, il y a le nerf cubital. Et si on a une luxation du coude associée à une fracture d'épétroclé, on appelle fracture de l'épétroclé type 4. Je ne sais pas si on vous avait fait des cours sur les fractures de l'épétroclé, type 1, type 2, type 3 et type 4. Le type 4, c'est lorsque l'épétroclé, elle est dans l'articulation. Et il faut y aller, la réduire, la remettre en place et la stabiliser. Un autre exemple, une fracture de la tête radiale associée à une luxation du coude, réduction de la luxation du coude et stabilisation de la tête radiale. Une autre fracture communitive de la tête radiale associée à une luxation du coude, résection de la tête radiale parce qu'on ne peut pas stabiliser une tête radiale qui est très communitive, elle est très fragmentée. Et là, on revient à la classification de Mazan. Mazan type 1, c'est le traitement orthopédique. Type 2, qui peut déplacer ou déplacer, c'est le traitement conservateur. Mais le type 3, lorsqu'elle est communitive, c'est notre cas, c'est ce malade-là, il est communitif. C'est la résection de la tête radiale ou bien le remplacement prothétique. Je vous ai dit tout à l'heure que le remplacement prothétique n'a pas fait de valeur actuellement. Voilà, il y a la luxation antérieure. Faites attention, il y a des luxations antérieures où l'extrémité supérieure des deux os de l'avant-bras vont passer en avant. Ils vont passer en avant et c'est la palette humérale qui passe en arrière et qui va casser surtout l'olécrâne. Voilà. C'est le même malade et on voit qu'on a stabilisé la fracture de l'olécrâne par une grande plaque. Ces fractures-là, on les appelle les fractures de Biga et Tomine. C'est les gens qui les ont décrits. Voilà donc, si je résume la situation pour les luxations du coude, elle va se résumer en 3 éléments. La première, ces luxations-là, elles surviennent dans leur variété postérieure, c'est-à-dire l'extrémité supérieure des deux os de l'avant-bras va passer en arrière. Deuxièmement, s'il y a une luxation du coude, il faut rechercher une fracture de l'épétroclé et une fracture de l'olécrâne. Ça, c'est très important. Et troisièmement, la réduction de la luxation du coude doit se faire sous anesthésie générale. Et si la fracture de la tête radiale elle est déplacée, il faut soit la stabiliser, soit la réséquer. Et si la fracture de l'épétroclé aussi elle est déplacée, il faut la stabiliser. Voilà, c'est un cours qui est très simple. Mais retenez un élément aussi important, le ligament responsable de l'extension du coude, c'est le ligament latéral interne, le ligament collatéral médial. Si on le coupe, on aura une luxation du coude. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? C'est bon? Oui, merci beaucoup, docteur. C'était très Allez, clair. bonne journée. Et on se voit l'après-midi pour voir les traumatismes du poignet. À 13 h, on se voit, Inch'Allah. Ok. Allez, merci. Allez.